Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce webinaire consacré à la construction d'une stratégie RSE à impact. Je m'appelle Stéphane Canon, je suis directeur de la formation continue de l'EDEC et également professeur sur ces thématiques. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour explorer ensemble ce sujet et notamment les enjeux cruciaux que représente la RSE dans les entreprises. Que vous soyez déjà engagé dans la démarche, expert, ou que vous cherchez à mieux construire et mieux comprendre cette stratégie, ce webinaire est fait pour vous. Il se propose de partager un certain nombre de principes et une démarche qui, je l'espère, transformeront votre approche de la RSE. En préalable, je voudrais dire que ce webinaire n'est pas une conférence, c'est un échange. Je vous encourage à y participer activement au travers du chat que vous avez sur votre droite. Donc, n'hésitez pas à poser les questions. J'essaierai d'y répondre durant le webinaire et notamment à la fin. Et de toute façon, je vous ferai participer au travers de questionnaires à choix multiples pour un maximum d'interactivité. Peut-être pour commencer, et en attendant les derniers inscrits, vous pouvez d'ores et déjà mettre dans le chat, poster la ville de résidence ou la ville où vous suivez ce webinaire pour se représenter un peu de la diversité des personnes présentes. Voilà, on a à peu près toute la France représentée ici. C'est une bonne révision de géographie. Alors vous êtes extrêmement nombreux inscrits et vous êtes près de 140 présents, sûrement quelques-uns aussi en replay. Donc certains sont issus de la communauté EDEC, d'autres non. Donc en attendant l'arrivée des derniers inscrits, permettez-moi de vous présenter très brièvement l'EDEC pour ceux qui découvrent notre institution. Donc l'EDEC est une association loi 1901 créée par des entrepreneurs du nord de la France et qui se positionne aujourd'hui comme une business school de premier rang au niveau mondial, se hissant régulièrement dans le top 7 des meilleures business schools en Europe. C'est une institution qui se distingue non seulement par son excellence académique, mais aussi par son engagement profond envers les questions de durabilité et de responsabilité sociale. On propose de nombreuses formations pour managers et dirigeants sur ces sujets. On a des centres de recherche dédiés, notamment sur la finance climatique. Et nos programmes exécutifs de type Executive MBA ou Global MBA sont classés 3e au niveau mondial sur les critères ESG, environnement, social, gouvernance, pour la 2e année consécutive par le Financial Times. On est maintenant présent près de 150 personnes. Donc, sans plus tarder, je vous propose de nous plonger dans l'agenda de ce webinaire. Donc, je vais vous proposer en fait une brève présentation en attendant les questions, une brève présentation autour d'abord des concepts de la RSE. C'est un point crucial puisque ça nous permet aussi de partager un vocabulaire commun et une compréhension commune de ce que signifie réellement la RSE, ses enjeux et les dimensions associées à ce concept pour nos organisations et pour la société au sens large. On évoquera ensemble en fait la nécessité d'adopter un état d'esprit. Alors, je m'excuse pour l'anglicisme with impact and for impact, mais qui détermine en fait une approche à repenser nos actions et nos décisions, non seulement en termes de conformité et aux attentes de nos parties prenantes, mais aussi en termes de contribution positive et mesurable. Et enfin, je vous proposerai un cadre de transformation des entreprises vers plus de durabilité. Alors, les entreprises aujourd'hui sont confrontées en fait à une profusion de termes liés à la RSE qu'on emploie souvent
au mauvais endroit. Donc, on parle de responsabilité, on parle d'entreprise durable, responsable, d'éco-responsabilité, d'impact ESG, impact positif, entreprise contributive. On voit qu'il y a vraiment une profusion de termes. Et il est extrêmement important aujourd'hui, dans la construction d'une stratégie RSE à impact, d'adopter un langage qui soit compréhensible et lisible pour l'ensemble des personnes à qui elle s'adresse, c'est-à-dire les équipes et les parties prenantes. Donc, si on revient un petit peu en amont, on a nos entreprises, comme tout à chacun, nous sommes confrontés à des défis collectifs qui tournent autour, vous le savez, hein, du changement climatique, de la perte de la biodiversité, des écosystèmes naturels, mais aussi de pénurie de ressources clés. On peut évoquer l'eau, le sable ou autre, mais aussi des défis sociaux et sociétaux comme la pauvreté, l'insécurité, santé et bien-être, l'éducation ou l'inclusion sociale. Et ces sujets, en fait, qui peuvent être sont cruciaux pour tout à chacun, mais on ne peut pas les prendre indépendamment, on ne peut pas les prendre à part. C'est souvent, et vous le voyez sur ce graphe, des logiques de couplage entre, par exemple, le changement climatique et les impacts sur la vulnérabilité des sociétés. Vous avez des effets d'action et de rétroaction entre la biodiversité, la qualité de vie et les impacts sur le changement climatique. Donc, c'est un ensemble de défis que collectivement on doit appréhender globalement en essayant, dans la mesure du possible, de mettre en place des actions efficaces et à impact positif. Donc, quand on parle de développement durable, la problématique, c'est que, comme je vous l'ai dit, ça renvoie à un certain nombre de représentations, voire de croyances de chacun. Donc, je voulais vous tester sur ce sujet à une question relativement simple, c'est finalement comment les entreprises peuvent-elles prendre en compte les enjeux du développement durable, ou en le reformulant, qu'est-ce qu'une entreprise durable? Est-ce que c'est une entreprise, ça c'est une première réponse, est-ce que c'est une entreprise qui intègre les tendances de consommation durable des clients en proposant des produits plus verts? Est-ce que c'est une entreprise qui prend des décisions en trouvant un équilibre entre les considérations économiques, environnementales et sociales? Est-ce que c'est d'une certaine façon se donner comme raison d'être de s'attaquer à un problème sociétal? Est-ce que c'est communiquer sur les risques sociaux ou environnementaux ou c'est concilier les enjeux à long terme dans la prise des décisions court terme? Donc, je vous laisse voter dans le chat en fonction de répondre dans le chat. Bien évidemment, il y a possiblement plusieurs bonnes réponses, donc vous pouvez choisir plusieurs numéros, mais je vous laisse allez, 1 minute pour voter sur cette question-là. Alors, certains d'entre vous mettent toutes, certains font un choix plus limité. Je vous donne un indice quand même. Toutes les réponses ne sont pas considérées comme bonnes, en tout cas. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Là, une proposition de réponse que je vous fais, c'est les réponses 2, 3 et 5. Alors, pourquoi? Parce que le concept de durabilité, en fait, a été posé il y a maintenant bien longtemps par les Nations Unies, hein, et notamment en 87 par la Commission mondiale sur l'environnement, qui définit le développement durable comme un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ça veut dire que fondamentalement, il y a une logique de temporalité autour du développement durable, de comment j'arrive à concilier le court terme, le moyen terme et le long terme dans nos prises de décision. Comment finalement j'arrive à trouver, à articuler ces décisions-là sur des échelles de temps différentes et qui est bien sûr pour les entreprises très difficile. Et le deuxième, le deuxième aspect du développement durable, c'est qu'il faut arriver à concilier les considérations économiques, environnementales et sociales afin de créer de la valeur à long terme. Donc,
ce point-là, il est essentiel parce que j'allais dire, un des guides des entreprises, c'est effectivement une création de valeur économique. Et de plus en plus, ce qui est attendu des entreprises, c'est de créer de la valeur durable à long terme pour toutes les parties prenantes. Ça veut dire que auparavant, j'allais dire, on avait un indicateur, un axe à prendre en compte. Là, on en a maintenant 3. Et souvent, ces trois facteurs, ces 3 considérations engendrent de la complexité puisqu'ils sont corrélés et vous pouvez créer, je veux dire, un bienfait, des impacts positifs sur la partie environnementale et dégradés sur la partie sociale ou dégradés sur la partie économique. Donc ça génère plus de complexité quand il s'agit de rentrer dans ces considérations. Alors, voilà pour le développement durable. Sur la RSE maintenant, quand on parle de RSE, et on a beaucoup utilisé ce mot-là depuis le départ, ça se réfère à quoi? Est-ce que ça se réfère pour vous à une approche philanthropique dans laquelle les entreprises s'engagent dans des activités caritatives pour améliorer leur image publique? Est-ce que ça se réfère à l'intégration de préoccupations sociales et environnementales dans leur activité et leur interaction avec les parties prenantes? Est-ce que ça se réfère aux initiatives volontaires prises par les entreprises au-delà de leurs obligations légales pour traiter et gérer les impacts sociaux, environnementaux et éthiques sur la société, ou ça se réfère au respect de normes et des lois sociales en vigueur dans les pays où elles opèrent? Intéressant, les réponses, on est, j'allais dire, plus convergents, avec quand même un débat sur cette notion de est-ce que la RSE comprend ou ne comprend pas le respect des normes. Alors là aussi, le concept a été plutôt bien établi puisque il y a, en termes de réponse, dès le début du siècle, notamment en Europe, une démarche RSE, fondamentalement, s'est constituée d'initiatives volontaires prises par les entreprises qui vont au-delà de leurs obligations légales ou sociales. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'une entreprise qui communique sur le fait une politique RSE basée sur le respect de la loi n'est pas réellement une politique RSE. Elle devient quelque part une initiative qui intègre les préoccupations sociales et environnementales dans leur activité, et notamment dans l'interaction avec leurs parties prenantes, justement à partir du moment où ça va au-delà du respect légal et réglementaire. Donc, c'est 2 définitions, le professeur Dalrud en 2008 et le ministère, une définition officielle de la transition écologique et solidaire. Donc, bien retenir quand on parle de RSE, finalement, on parle d'initiatives, d'actions volontaires qui prennent en compte des préoccupations sociales, environnementales au-delà des préoccupations économiques et les attentes des parties prenantes. Alors, un autre mot qu'on utilise beaucoup et qu'on rencontre beaucoup dans les entreprises, c'est le terme ESG. Alors, ESG, qui est l'acronyme de environnement social et gouvernance, ça réfère à quoi? Ça se réfère à quoi? Est-ce que c'est un ensemble de critères utilisés pour évaluer les performances d'une entreprise dans les domaines environnemental, social et de gouvernance? Est-ce que c'est une démarche d'intégrer les facteurs environnementaux et sociaux dans la prise de décision? Est-ce que c'est une liste d'indicateurs pertinents pour démontrer la responsabilité des entreprises ou est-ce que c'est un cadre utilisé par les investisseurs pour évaluer la durabilité et les pratiques éthiques d'une entreprise? Là aussi, je vous laisse voter ou réfléchir quelques secondes à cette définition et on a souvent parfois une confusion entre ESG et RSE, puisqu'on l'utilise un peu à outrance. Clairement, l'ESG, c'est 2 choses. C'est tout d'abord un ensemble de critères qui sont définis, alors au niveau européen, bien évidemment, au niveau européen par des institutions, notamment, je vous invite à aller regarder le site de l'EFRAG, qui définit des normes, des critères d'évaluation sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance des entreprises, mais c'est aussi utilisé pour évaluer la durabilité et les pratiques éthiques d'une entreprise. C'est aujourd'hui
j'allais dire, les audits et les cotations sont basés sur ces indicateurs-là, mais correspondent véritablement à une logique de mesure de performance globale des entreprises. Et puis enfin, quand on parle d'impact, quand même, gardez en tête que quand on parle d'impact, on parle des conséquences sociales, économiques et environnementales directement imputables aux actions mises en place par les entreprises. Donc, un point important, c'est quand on parle d'impact, on ne parle pas de la description de ce qu'on fait, on ne parle pas de la description des activités ou des réalisations, on parle des conséquences qui sont imputables, directement imputables par les activités des entreprises. Et si on reprend la définition de la RSE, sur une base volontaire. Donc, j'espère avoir clarifié ces mots-là pour la suite, puisque ça va nous servir justement sur la construction de la stratégie. Alors, un des éléments clés qu'il faut avoir en tête dans la construction d'une stratégie RSE Impact, c'est d'avoir le bon état d'esprit, d'avoir la bonne perspective pour appréhender les enjeux que rencontrent les entreprises. Et sous une forme, encore une fois, d'un anglicisme, qui est: est-ce que vous adoptez un état d'esprit with impact ou for impact? Je n'ai pas trouvé de traduction française complètement satisfaisante, mais je vais vous expliquer la distinction. Aujourd'hui, la RSE, très largement, est considérée comme un indicateur d'excellence dans les affaires. La majorité aujourd'hui des décideurs et des exécutifs mettent en place ces démarches-là et communiquent largement d'ailleurs. Et ils voient un certain nombre de bénéfices, bien évidemment, des bénéfices en termes de relations avec leurs parties prenantes, en termes de réduction de risques opérationnels, réglementaires, juridiques. Ça a aussi un effet bénéfique sur souvent l'image de l'entreprise, notamment quand elle est exposée au grand public. Ça améliore aussi l'attractivité de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur, pour l'engagement des équipes, pour fidéliser ses clients, mais aussi un certain nombre de bénéfices en termes d'accès à des capitaux au travers d'emprunts à impact ou de green bonds. Donc, c'est aujourd'hui clairement un sujet qui est dans les priorités majeures des directions d'entreprise. Pour autant, quand on regarde un petit peu les études même récentes, là c'est une étude de Capgemini Research Institute qui montre, je vous le résume, qui montre que oui, les préoccupations sont remontées à tout au niveau de l'entreprise. Récemment, il y a les décideurs considèrent la RSE véritablement comme une opportunité future, comme une source d'innovation, et que le business model cible associé à ces sujets est connu. Néanmoins, cet engagement moral s'est pas encore traduit dans des investissements substantiels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, engager des transformations structurelles des entreprises autour de la RSE présente un certain nombre de freins, présente un certain nombre de difficultés que l'on va évoquer maintenant, mais qui freinent en fait les changements et les transformations de business model. D'ailleurs, quand on reprend une autre étude de New Climate Institute, qui est passé un peu au tamis les différentes politiques de décarbonation des entreprises, la conclusion est assez sans appel, c'est-à-dire que vous l'avez traduite en haut, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les stratégies climatiques sont embourbées dans des engagements ambigus, des plans de compensation qui manquent de crédibilité et des exclusions du champ d'application des émissions. Donc, le constat est assez sévère. Donc, il y a une vraie difficulté. Et quand on regarde un peu la réponse des entreprises aux enjeux du développement durable, on constate en fait deux types de réponses. La première réponse, développement durable, c'est une réponse de type classique au RSE, c'est-à-dire je mets en place, je lance des initiatives autour des enjeux sociaux et environnementaux, je m'inscris
dans les objectifs de développement durable de l'ONU, les 17 objectifs, les ODD, que vous connaissez sûrement. Je fais preuve de transparence au travers d'un reporting extra-financier avec des normes qui arrivent, ce qu'on appelle le CSRD, qui sont des normes de reporting extra-financier qui définissent un peu un cadre beaucoup plus strict dans le reporting. On s'inscrit dans les principes de la norme ISO 26000. On définit des priorités d'action en fonction des attentes des parties prenantes, ce qu'on va retrouver dans la matrice de matérialité. Et on va rechercher une reconnaissance à travers de labels qui peuvent être du B Corp, qui peut être EcoVadis, qui peut être un certain nombre de reconnaissance qui garantit la mise en action de l'entreprise. Et puis, vous avez une autre typologie de réponse des entreprises qui intègrent finalement ces enjeux de développement durable directement dans leur stratégie, c'est-à-dire au cœur de leur raison d'être, au cœur de leur business model, qui intègrent des enjeux de durabilité dans leur vision et bien évidemment construisent une culture d'entreprise, des valeurs et un fonctionnement avec l'ensemble de leur écosystème. Et là, bien évidemment, ces deux approches sont pas totalement étanches. Et l'idée, c'est de faire converger des initiatives d'un côté qui sont plus des initiatives de l'ordre de la conformité, de la diminution de risques opérationnels ou de risques juridiques, bref, ou des risques d'image, bref, de montrer une certaine redevabilité auprès de la société, tandis que quand on intègre finalement les enjeux de développement durable au cœur de sa stratégie, on modifie son modèle opérationnel, on modifie sa raison d'être, on modifie sa proposition de valeur pour ses clients. Donc, on est vraiment sur un changement beaucoup plus structurel dans cette démarche. Et ça correspond en fait à deux types d'état d'esprit. Dans un premier état d'esprit, c'est de dire je cherche à faire mieux, à diminuer mon empreinte, à essayer de m'améliorer, à montrer que je suis redevable envers la société. Et donc, c'est plutôt un état d'esprit de with impact. Alors que si vous organisez, si vous considérez votre entreprise comme le cadre pertinent pour résoudre un problème sociétal et de contribuer d'une manière positive, de contribuer à un problème spécifique qui soit environnemental ou social, vous êtes plutôt dans une démarche for impact. Alors, pour bien comprendre, je vais vous proposer des exemples et vous allez tout de suite comprendre la différence. Imaginez une entreprise de logistique, d'entrepôt, qui réduit sa consommation de gaz de 30% en investissant dans des panneaux solaires. Pour vous, est-ce que c'est plutôt un état d'esprit with impact ou c'est plutôt un état d'esprit for impact, d'après vous? Alors, with impact, oui, with impact, en effet. Là, il n'y a pas de changement. Quand on installe, quand on fait une substitution, on cherche à réduire son empreinte, pour le coup, là, son empreinte carbone, au travers d'un changement de source d'énergie en développant le renouvelable. On est dans une logique d'amélioration et effectivement, on est plutôt dans un état d'esprit with impact et sur lesquels on va pouvoir communiquer. Un autre exemple. Une grande marque de chaussures de sport lance des chaussures fabriquées à partir de 50% de plastique recyclé provenant des océans. D'après vous, est-ce que c'est un état d'esprit with impact ou for impact? Il y a un peu plus de débat dans le chat, il y a un peu plus de débat et je pense que le fait, la provenance du plastique recyclé peut vous influencer. Et là, il faut plutôt retenir le fait que c'est pas parce que vous trouvez une source alternative de plastique recyclé qui est des fois une logique aussi réglementaire, parfois économique, on ne sait pas, des fois le recyclé est moins cher, parfois il est plus cher. Si vous ne modifiez pas votre proposition de valeur, la relation avec vos clients, si vous ne modifiez pas votre business model, vous êtes juste sur un changement qui peut être un changement tactique et il n'y a pas de jugement moral autour de ça. Vous êtes dans une logique quand même with impact, c'est-à-dire de réduction d'empreinte.
Un autre cas, imaginez un fabricant d'imprimantes qui collecte des cartouches d'encre vide de ses clients et qui les remplit et qui leur revend avec une remise de 30%. Est-ce que pour vous, c'est du with impact ou du for impact? Et là, un peu plus, voilà, un peu plus de réponse sur le for impact et je me rejoins à vous, c'est-à-dire que un fabricant, même si l'impact est limité, on conçoit bien, on ne résout pas tous les problèmes du monde avec ce système-là, mais on rentre dans une relation qui est différente avec ses clients. On met en place, en fait, on initie une économie circulaire, une boucle de circularité dans notre mode de fonctionnement avec nos clients. On est dans une logique différente et c'est la première étape vers une économie de la fonctionnalité où vous pouvez vous dire finalement, je vais passer à une relation sur une base d'abonnement et je vais m'assurer que la personne paye en fonction de ce qu'elle imprime et pas de ce qu'elle achète. Et vous pouvez très bien aboutir à un système comme ce qui existe pour les photocopieurs actuellement, c'est-à-dire vous n'achetez pas la photocopieuse dans vos entreprises, vous payez à la page et la responsabilité, la propriété et la responsabilité de la maintenance et des services associés à l'imprimante incombe à l'entreprise partenaire. Et enfin, un dernier cas, imaginez une start-up qui développe un système de traçabilité et de mise à disposition de contenants alimentaires consignés au restaurant afin qu'ils puissent proposer à leurs clients un système de réutilisation des contenants. D'après vous, c'est with impact ou for impact? Donc là aussi, bien évidemment, vous êtes dans le cas où vous êtes une entreprise qui, en l'occurrence une start-up, vous êtes une entreprise qui apporte une solution, qui apporte une brique à un changement d'usage. Là, la différence, c'est notamment dans la vente à emporter. Vous voyez bien que quand vous allez manger le midi, vous repartez avec un sac en papier, avec un conteneur en plastique qui termine à la poubelle et qui génère énormément de déchets et de pollution marine in fine. Et que si vous passez à un mode de réemploi où vous réutilisez en fait la boîte, ce changement d'usage en fait pose pas mal de défis techniques, qui est un défi d'abord de qui va gérer, qui va acheter les contenants, comment on va s'assurer que les clients ramènent. Et donc il faut impliquer les clients, il faut impliquer le transport, il faut trouver des partenaires qui lavent les conteneurs, les points de collecte. Donc il y a pas mal de choses à mettre en place et notamment une des briques nécessaires en termes d'expertise, c'est de pouvoir piloter le parc de conteneurs et de mettre en place un système de traçabilité et de communication entre les différents restaurants et les clients. Et ça aussi, c'est une façon d'apporter des solutions à un changement d'usage. Donc, dès qu'on est sur un changement d'usage, qui est un peu les grands enjeux sociétaux auxquels on fait face, une entreprise qui est un porteur de solutions est dans cette logique-là. Alors, on voit que finalement, l'enjeu, c'est d'aller au-delà pour les entreprises, c'est d'aller au-delà de démarches sympathiques, hein, de faire des choses en matière environnementale ou sociale et d'aller beaucoup plus sur de l'intégration de la durabilité, du développement durable hein, dans les stratégies. On voit que c'est compliqué et qui nécessite un certain nombre d'ingrédients, de facteurs pour pouvoir le réussir. Alors, je vais vous proposer juste, au travers d'un canevas qui est représenté comme une maison, ce dont vous avez besoin justement pour transformer vos entreprises. Comme toute maison, vous avez besoin d'une fondation et la fondation qui est nécessaire à, d'une part, l'engagement, mais aussi qui est nécessaire à vraiment à faire bouger les lignes, c'est vous avez besoin d'un socle de culture et de valeurs basé sur une conscience écologique et sociale de toutes les personnes, de toutes les équipes, de toutes les personnes représentées dans le projet. Alors pourquoi? Parce que si les parties prenantes, les équipes, les managers ne sont pas convaincus qu'il faut faire quelque chose, vous allez avoir beaucoup de mal à engager ces transformations-là. Il y a un besoin d'adhésion.
et un besoin d'adhésion de l'ensemble des parties prenantes dans ces mouvements. Ensuite, il y a trois piliers. Il y a trois piliers. Le premier, c'est l'organisation. Il y a un sujet clair de gouvernance. Comment j'associe, en fait, comment j'ouvre ma gouvernance à toutes les parties prenantes, comment je fais de la gouvernance partagée, ou comment je m'assure que les dirigeants soient engagés. Alors, on peut imaginer, bien sûr, des modes de rémunération et des bonus indexés sur des critères RSE. On peut bien évidemment penser à des engagements personnels, mais s'assurer finalement que le COMEX ou le comité ou la gouvernance au sens large soit impliqué dans ces transformations est un facteur clé de succès. Le deuxième, c'est bien sûr qu'il y a un alignement entre tous les départements et tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise pour s'assurer finalement que l'entreprise dans son ensemble soit en mouvement et qu'elle se base sur une identité managériale dans laquelle on accepte de lancer des initiatives, on accepte de tester. Tous les changements structurels en matière de RSE finalement nécessitent une approche test and learn, une approche intrapreneuriale qui permette de véritablement tester de nouveaux usages à une échelle donnée pour pouvoir derrière la faire grandir et la généraliser. Donc, c'est aujourd'hui un changement aussi de posture managériale, d'accepter en fait de tester des choses, que ça ne marche pas, d'écouter le terrain, parce que souvent les idées viennent du terrain, donc c'est aussi un changement de posture. Et puis bien évidemment, développer et faire monter en compétence l'ensemble des équipes sur des sujets qui deviennent de plus en plus techniques. On est en train de parler sur l'impact environnemental d'analyse de cycle de vie. On est en train de parler, bien sûr, dans les démarches RSE d'un certain nombre ou de bilan carbone ou de sujets énergétiques. Vous voyez que c'est rapidement très, très technique et qu'il y a un besoin crucial de partager un langage commun et de monter en compétence sur des sujets clés associés à votre secteur d'activité. Le deuxième pilier, c'est un pilier stratégique. C'est comment j'intègre finalement les enjeux de développement durable dans ma raison d'être, qui est finalement qui reflète le degré d'utilité de mon organisation et quelle ambition je me crée. Comment j'inscris en fait une vision durable long terme. Comment je m'inscris finalement dans 20 ans, dans 30 ans, en tant qu'organisation, qu'est-ce que je veux être et dans quel environnement sur quel terrain de jeu je vais me positionner et comment j'adapte mes axes stratégiques associés à cette vision. Et puis enfin, le troisième pilier, c'est le fait que les problèmes sociétaux aujourd'hui requièrent de travailler avec d'autres, de construire en fait une action collective avec des partenaires, avec des parties prenantes, mais aussi avec des concurrents. Bref, de travailler en écosystème. Ça veut dire que vous devez vous inscrire dans un collectif qui soit représenté par une alliance, un consortium ou un écosystème informel dans lequel il y a des complémentarités, qu'elles soient techniques ou organisationnelles, des interdépendances, des mutualisations qui permettent de répondre à une finalité commune de l'ensemble de l'écosystème. Et de plus en plus, l'échelle à considérer pour un décideur n'est plus une échelle de l'organisation, de l'entreprise, c'est à l'échelle de l'écosystème dans lequel j'évolue et avec un certain nombre de questions clés à se poser autour de ça. Ces trois piliers vont soutenir en fait un changement ou une évolution du business model. On parle finalement de dire quelle typologie de business model est plus vertueux, donc quel business model durable. Donc comment j'adapte et je fais évoluer ma proposition de valeur, c'est comment je mets du social et de l'environnemental dans ma proposition de valeur, comment j'innove, par exemple comment je mets en place un certain nombre des business models de l'économie circulaire et comment j'adapte mon modèle opérationnel en termes de chaîne de valeur, en termes de supply chain, en termes de production, bref, en termes de représentation du mode de fonctionnement, c'est-à-dire comment je fonctionnais pour générer de l'impact. Quand on dit générer de l'impact, vous vous souvenez, c'est vraiment cette logique des conséquences directement imputables aux actions. Et là, il y a deux aspects. Il y a un aspect
indicateur ESG, c'est-à-dire sur quel indicateur je suis amené à vraiment créer l'impact. Et le deuxième indicateur, c'est à quelle échelle, c'est quelle est la portée. C'est-à-dire, est-ce que je touche 3 personnes, est-ce que je touche 1000 personnes, est-ce que je touche 100 000 personnes. Quelle est la portée, quelle est l'échelle de mon action. Et ça, c'est vraiment des choses à garder en tête, puisque au vu de la complexité des problèmes, au vu de l'étendue des sujets à traiter, il est souvent, et de la nécessaire réduction de complexité associée, il est souvent nécessaire d'être extrêmement spécifique sur les objectifs qu'on se donne. C'est-à-dire pas vouloir tout traiter, et surtout pas tout traiter à plat. On voit que les démarches RSE cherchent à ticker beaucoup de box, hein, vous savez, essayer de pointer le fait que vous êtes bon sur plein de sujets, mais que vous n'avez pas un réel impact sur un problème sociétal particulier. Donc là, l'idée étant de structurer en fait son organisation, sa stratégie et son écosystème pour pouvoir avoir un impact extrêmement spécifique et d'être clair sur l'intention. Donc, peut-être en guise de conclusion, c'est dans cette démarche-là une logique qui est drivée par l'intention, hein, qui est drivée par quel est le problème que je veux résoudre en termes d'organisation et autant à l'échelle de mon entreprise que collectivement au sein de mon écosystème. Voilà, alors je vais prendre quelques questions, mais peut-être juste si ça vous a peut-être paru assez technique, mais si vous voulez aller plus loin, sachez que on a des formations notamment pour les formations pour les courtes pour les dirigeants. Donc, on a une formation de 5 jours sur la stratégie RSE en mai et en octobre, mais aussi des formations autour de l'innovation sociétale ou de la décarbonation de son activité. Donc, si vous êtes intéressé pour aller plus loin, pour vous former, pour vous développer sur ces enjeux stratégiques, vous n'hésitez pas à contacter soit Sylvie Laforge, soit Aude Lemeur. Et je suis maintenant prêt à prendre certaines de vos questions. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation très très complète, pour ces clarifications et les clés et un cadre qui va nous donner un peu de fil pour commencer à réfléchir à une stratégie RSE à plus d'impact. Du coup, c'est un sujet qui suscite forcément beaucoup de questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Il y avait déjà, avant la fin de la présentation, il y avait à plusieurs reprises la question, est-ce que Stéphane, tu as des entreprises d'exemples qui ont modifié leur stratégie pour avoir un peu plus d'impact au niveau sociétal, environnemental Alors, je pourrais en citer certaines et je voudrais pas. Si je dois en choisir une à mettre en avant, je vais choisir une entreprise qui est passée par chez nous, dont le dirigeant est passé par chez nous et qui a comme raison d'être la régénération des sols agricoles. Donc, on en parle beaucoup actuellement, mais donc l'entreprise s'appelle Gaiago. Hein, le dirigeant de l'entreprise a fait le programme pour dirigeants à l'EDEC et a un modèle d'affaires extrêmement intéressant. Je vous invite à aller voir son site, ça s'appelle Gaiago, et qui développe des produits de régénération des sols qui sont détériorés par les intrants chimiques et qui cherche du coup à aider les agriculteurs à sortir un peu du toujours plus de pesticides ou d'autres produits phytosanitaires et qui rééquilibre en fait l'équilibre. Donc c'est un modèle extrêmement intéressant puisque c'est très facile à expliquer. Alors techniquement c'est dur à faire, mais c'est très facile à expliquer et c'est centré sur un problème clé qui est de dire on a besoin de sols agricoles vivants, on a besoin d'équilibre physico-chimique, de biodiversité dans nos sols pour bien cultiver et eux s'occupent de ça et aident les petits agriculteurs. Donc merci Maëlys, c'est Samuel Marquet, parcours dirigeant 2022. Donc c'est un exemple de ce qu'on va appeler les entreprises régénératives. Vous savez que c'est un peu un mot à la mode. Alors le concept n'est pas très bien établi, mais si on se dit qu'une entreprise régénérative
crée plus de valeur environnementale qu'il en consomme, c'est un bel exemple. Aurais-tu un exemple d'une entreprise qui a carrément changé de business model elle-même? Alors, à toutes les tailles, mais il y a des exemples intéressants dans le domaine énergétique, parce que vous savez que le système énergétique, en fait, est en pleine transformation. On se doit de viser la neutralité carbone d'ici 2050, et ça concerne principalement les secteurs de l'énergie, de la construction, des transports et de la construction. Et au niveau énergétique, il y a un basculement extrêmement fort vers des énergies décarbonées. Et il y a toutes les entreprises qui sont basées sur du fossile aujourd'hui recherchent un peu à diversifier leur portefeuille. Et on peut signaler Engie aujourd'hui qui finalement a fait des choix extrêmement structurels déjà dans la formulation de sa raison d'être, où il s'affirme clairement comme un acteur de la transition énergétique. Hein. Et puis, avec des choix forts, ils ont cédé des activités, ils ont structuré leur business unit autour des grands métiers de la transformation du système énergétique. Donc, c'est des exemples intéressants, souvent risqués, hein, parce que vous savez que les enjeux climatiques, l'ESG, c'est des préoccupations qui sont pas toujours notamment aux États-Unis, il y a un peu un ESG bashing actuellement. Hein, donc, si vous investissez massivement et vous faites des choix forts pour vous centrer sur des technologies qui sont aujourd'hui rejetées par certains clients, ça peut être problématique. Mais voilà un exemple en tout cas. Il y en a d'autres. Est-ce que, au-delà des estimations en termes de coûts, en termes d'estime dans les yeux du client et des sensibilisations du type fresque du climat, est-ce qu'il y a d'autres moyens ou d'autres arguments pour emporter la direction? Alors, il y a aujourd'hui une conjonction en fait de contraintes qui concerne directement le dirigeant, quand même. Je vais vous prendre quelques exemples concrets. Il y a déjà des contraintes réglementaires, il y a des nouvelles lois qui arrivent. Si vous travaillez par exemple dans l'emballage plastique, vous savez que d'ici 2040, votre activité est morte. Donc, puisqu'il y a des lois aujourd'hui qui posent des ambitions de suppression de plastique à usage unique d'ici 2040 et à l'échelle de certains territoires, comme l'Île-de-France par exemple, c'est la suppression totale d'ici 2030. Donc, vous voyez qu'avec la promotion du réemploi, avec des systèmes de recyclage, tout ça pour vous dire que, en fait, tous les secteurs d'activité sont concernés par des transformations extrêmement lourdes, que vous soyez dans l'énergie, comme je vous le disais, que vous soyez dans les transports, l'automobile par exemple. Hein, vous voyez aussi qu'il y a des décisions à l'échelle européenne qui impactent énormément en fait les modèles d'affaires. Que ça soit au niveau agricole, agriculture, que ça soit au niveau de la construction, il y a toute une série de réglementations, de lois qui arrivent, qui font que vous ne pouvez pas rester immobile sur ces sujets-là. Donc, le dirigeant aujourd'hui, il a une vision prospective de son activité, il anticipe, il doit s'approprier ce qu'on appelle les mégatrends, hein, vraiment les grandes tendances. Et je sais que c'est difficile aujourd'hui de voir à plus de 2 ans. Mais sur ces sujets-là, il ne peut pas se dire business as usual. Il y a des transformations profondes, et ces transformations profondes, il doit les intégrer, en tout cas, il doit les anticiper. Ça, c'est les enjeux juridiques et business auxquels il est confronté. Il y a aussi des logiques d'opportunité, c'est-à-dire que il y a des jeux de mouvement extrêmement forts sur les marchés, et que il y a des effets d'aubaine sur de l'investissement, notamment des subventions publiques. Hein. Quand vous regardez un peu le détail de la France 2030, l'investissement 2030, il y a quand même des subventions à des nouvelles énergies qui sont aussi des logiques d'opportunité. Donc aujourd'hui, et je pense, pour rencontrer beaucoup de dirigeants, qu'aucun se dit que son business est garanti à 10 ans sans rien faire. Aujourd'hui, tout le monde est dans une espèce d'environnement extrêmement dynamique où il est très difficile de voir ce qui va réellement se passer, mais de développer un mode de pensée assez agile pour se dire et si cela arrive, qu'est-ce que je fais? Et donc,
aujourd'hui, je pense pas que s'il y a un statu quo, c'est plutôt par rapport à l'incertitude de ce qui se passe actuellement, qui les empêche d'investir ou de rentrer. Mais on est dans une époque d'expérimentation plutôt que de statu quo. Merci. Je vois qu'il y a aussi des participants qui ont dû participer au dernier webinaire que tu nous as fait en décembre en anglais. Il y a notamment une question, est-ce que tu pourrais réexpliquer la différence entre Sustainability Strategy, RSE Strategy ou RSE Strategy et ESG Strategy? Alors, je vais renvoyer au début du webinaire un tout petit peu, mais je vais essayer de vous le synthétiser, comme ça fera de l'ancrage. Quand on parle d'entreprise durable et quand on parle d'entreprise responsable ou de responsabilité sociétale des entreprises, RSE, on parle pas, c'est complémentaire, ça va se compléter et on a tendance à utiliser deux mots pour des choses un petit peu différentes. Quand on parle de durabilité, fondamentalement, on intègre la considération d'enjeux sociaux et environnementaux au même titre que les enjeux économiques dans les décisions. D'accord ? Donc ça, c'est un premier élément, c'est que quand vous créez de la valeur, voilà, quand on dit une entreprise durable, ça doit créer de la valeur sociale, environnementale et économique pour l'ensemble des parties prenantes. Et le deuxième élément, c'est la temporalité associée à le long terme et du court terme. Donc il y a une vraie agilité, associée. Vous vous souvenez, on dit souvent qu'un stratège, pensée stratégique, c'est en capacité à prendre du recul, à voir le détail, à avoir cette agilité de zooming, zoom out par rapport à tous les enjeux qui sont traités. Et il faut cette même agilité sur l'échelle temporelle. C'est-à-dire dans quelle mesure je garde l'idée du long terme en même temps que de prendre des décisions qui soient viables à court terme. Et ce qui est très difficile, très clairement, ça renvoie à énormément de complexité. Ça, c'est sur la partie de durabilité. Et tout ce qui est durable, ça intègre ces sujets-là. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de stratégie durable plutôt que de stratégie responsable. Puisque la responsabilité ou la stratégie responsable, ça va être plutôt d'intégrer une certaine conscience de ce qu'on fait, une redevabilité, ce qu'on a vu au travers de la RSE. C'est-à-dire, je cherche finalement à intégrer les préoccupations sociales, environnementales et économiques et les attentes des parties prenantes. Mais je suis dans une logique d'essayer de mieux respecter et d'être redevable vis-à-vis de la société. ESG, on parle d'indicateurs, on parle vraiment de mesures de performance. Donc, stratégie ESG, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, pour être tout à fait honnête. J'aurais pas associé. Par contre, je peux avoir une stratégie durable basée sur des critères ESG. Ça me va. Vous voyez ? Donc, ça ne renvoie pas exactement la même chose. On a aussi là des questions très très concrètes. Par exemple, un expert comptable. Comment est-ce qu'un expert comptable pourrait participer et aider les entreprises qui souhaitent intégrer une démarche RSE chez les TPE? Alors, si on le prend sur l'angle de la comptabilité, il y a déjà un premier élément fondamental, c'est de monter en compétence sur tout ce qu'on appelle la CSRD. Alors, le CSRD, en fait, c'est du reporting extra-financier, la norme européenne, la directive européenne qui définit un peu les obligations des différentes entreprises en termes de reporting extra-financier. Le planning d'implémentation de la CSRD, elle est différente selon si vous êtes une entreprise cotée, une très grande entreprise cotée, une TPE. Donc, j'allais dire, les TPE sont ils ont un peu le temps. Mais en fait, ça va venir et ça suit des logiques qui font sens. C'est-à-dire que dans la batterie d'indicateurs, des indicateurs ESG, vous en avez peut-être 800. Par rapport au secteur d'activité de la TPE, quels sont les indicateurs clés que, à minima, on essaie de suivre et sur lesquels on met des plans d'action et qu'on lance des initiatives. L'important étant, pour une TPE, c'est de ne pas se noyer sous la charge
comme une démarche qualité où on fait de la paperasse, on essaie de traiter tout à plat. Les TPE sont souvent sur une activité très pointue et un ou deux critères, c'est suffisant. Un groupe comme Schneider Electric définit un nombre extrêmement limité de KPIs, d'indicateurs, qu'il pilote à l'échelle mondiale et ça marche très bien. Donc, vous voyez, une TPE peut très bien se dire, en plus d'indicateurs classiques, EBITDA, financiers ou autres, vous pouvez très bien vous dire, je me cale un ou deux indicateurs associés, que ce soit social ou environnemental en fonction de l'activité dans laquelle vous vous inscrivez, et vous suivez ça et vous commencez à rentrer dans une démarche vertueuse de pilotage. Dans une démarche RSE, si vous devez démarrer quelque chose, il faut démarrer déjà mettre en place une organisation, une structure, une espèce de gouvernance, mais vous devez démarrer par des mesures d'impact. Vous devez connaître votre impact. Vous ne vous lancez pas dans des actions sans une espèce de mesure. Et une mesure d'impact assez basique, c'est par exemple le bilan carbone. D'accord ? Quel est votre bilan carbone ? Donc, à l'échelle individuelle, tout le monde peut faire une évaluation de son bilan carbone, faire un atelier d'automne pour voir ce qu'ils peuvent faire pour réduire son empreinte carbone. Une TPE, à l'échelle de TPE, c'est la même chose. Donc, ils peuvent très bien se dire où j'en suis, si ça fait sens par rapport à son activité, bien sûr. Mais ça peut être aussi une mesure d'impact social s'il est dans l'économie sociale et solidaire. Ça peut être sur d'autres critères. Quel serait un exemple ou une idée, par exemple, pour mettre en place une stratégie for impact pour une enseigne de grande consommation? Alors, pour une enseigne de grande consommation, donc ils vendent des produits, la clé, elle est quand même sur la proposition de valeur, c'est-à-dire comment vous adaptez vos produits et vos services pour soit diminuer son impact, soit rentrer dans un mode de fonctionnement plus vertueux. Je vais m'expliquer. Vous pouvez très bien mettre en place une démarche d'éco-design et de faire évoluer les comportements de vos consommateurs pour limiter l'impact environnemental des produits ou des services que vous leur vendez, ou des produits en l'occurrence. Et en fonction du produit, vous avez des produits dont l'impact est majoritairement, à plus de 90%, vient de la production. Si vous avez un téléphone ou un produit électronique, 90% de l'empreinte environnementale du matériel électronique vient de sa fabrication, de ses matières premières, de sa fabrication. Donc là-dessus, c'est plutôt un travail chez vous sur une conception différente. Peut-être une modularisation, une réparabilité, vous voyez, rentrer un peu dans les démarches de ce type, ou si l'empreinte environnementale vient de l'usage, c'est d'éduquer vos clients associés à ces enjeux et peut-être développer des solutions différentes basées sur un changement d'usage. Je vais vous prendre un exemple très très concret et qui va vous faire rire. Mais plutôt que de vendre des bouteilles d'eau plastique, essayez de voir comment vous pouvez proposer d'autres choses. Aujourd'hui, on a principalement des gourdes qu'on remplit dans des fontaines et ça se passe très bien. Il y a aussi des questions par rapport aux industries qui, par la nature des choses, ont moins d'impact négatif pour l'environnement, par exemple. Là, nous avons une question quand on parle de la RSE par rapport aux entreprises du secteur mutualiste assurance. Comment eux ou ces entreprises-là peuvent intégrer la durabilité et aller au-delà de la réglementation? Alors, ce qui est intéressant dans les entreprises de services, on va parler des services financiers, des assurances ou d'autres, ça va être des facilitateurs en fait. Il faut le considérer comme ça. C'est-à-dire dans quelle mesure ils adaptent leurs services en fonction des clients pour promouvoir des pratiques plus responsables. Ça va être comme le milieu de l'éducation. Vous voyez, dans l'éducation, nous on propose des formations, on se dit qu'on aura plus d'impact si on forme un maximum de personnes ou si finalement on embarque des managers, des décideurs dans des changements structurels, plutôt que de se dire je vais et c'est pas incompatible, mais de réduire mon empreinte, ça va avoir moins d'impact que si je forme les gens. D'un point de vue service financier, assurantiel ou autre,
on va avoir la même démarche. On va dire dans quelle mesure vous pouvez, au travers de ce que vous proposez comme service, promouvoir des pratiques plus responsables. Ça existe, hein, vous avez aujourd'hui des assurances qui ont des offres qui sont meilleures pour des conducteurs qui ont des conduites plus responsables. Il y a des choses comme ça, ou la promotion de pièces de rechange déjà utilisées quand il y a une réparation. Il y a des choses qui existent, qui sont lancées. Mais c'est vrai que c'est une vraie réflexion, c'est quelle est la contribution des établissements financiers, des assureurs, au travers de la promotion j'allais dire, d'activités plus responsables. Et je rajouterais aussi sur l'anticipation des conséquences, on l'a vu avec les inondations dans le Pas-de-Calais ou autres, on va avoir besoin d'adaptation et ces acteurs-là de services financiers ou d'assurance vont avoir un rôle fondamental. Et quand on pense aux professions, par exemple, juridiques, est-ce que tu crois que les entreprises à terme vont choisir leurs conseils en tenant compte un label RSE ou autre? Le problème du label RSE, c'est qu'on est en face d'une profusion de labels dont la réalité devant la mesure n'est pas toujours claire. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une espèce… Et donc, il y a un problème de confiance, hein, soit des clients, soit des personnes vis-à-vis de ces labels. On va devoir vraiment… voilà, on sait plus vraiment se référer à un label vraiment fiable. Tout le monde y va de son logo vert avec un score, etc. Et in fine, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, c'est vrai que le label, c'est compliqué parce qu'il faut qu'il soit reconnu. Il faut qu'il soit sérieux, bien sûr, il y en a, mais il faut qu'il soit reconnu et généralisable. Donc, et aujourd'hui, c'est un peu la jungle. C'est un peu la jungle. Et si on reste à l'intérieur d'une entreprise, pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir une stratégie de durabilité pour les services, je dirais, internes d'une entreprise, si on pense RH, communication, marketing, finance, en plus de l'activité, supply chain, production, produits? C'est assez simple. Tous les services sont concernés. Tous les services internes sont concernés. Je vais vous prendre juste la communication. Le service communication aujourd'hui est très exposé par rapport à ces sujets-là. Il y a la loi climat et résilience, par exemple, définit le greenwashing. Et donc, les associations professionnelles ont défini un certain nombre de principes de communication responsable. On va parler plus de communication responsable que de communication durable, mais et on voit que les entreprises aujourd'hui sont aussi très sensibles sur les communications sur ces sujets-là, parce qu'ils peuvent se faire facilement accuser, facilement reprocher. Ça peut être très contre-productif. Donc, la communication est au centre de ces sujets-là. Les RH, en termes de politique de biodiversité, non-discrimination, d'égalité, etc., les RH sont aussi au centre. Il y a beaucoup de réglementations associées aux RH. La finance, on n'en parle même pas, parce que là, avec tout ce qui est extra-financier, ils sont en pleine transformation. Tous les services, les achats aussi. Tous les achats on parle d'achats responsables, qui ont une grosse responsabilité aussi notamment sur la décarbonation de leurs fournisseurs. Non, c'est tout à fait. Tous les services sont concernés. Je vois pas un service qui soit épargné par ce sujet-là, sachant qu'une stratégie, c'est à l'échelle de l'entreprise. Juste pour répondre à un des commentaires, Ecovadis, c'est une société très sérieuse. D'accord? Mais elle a un référentiel, elle a un référentiel, tout le monde ne connaît pas bien le référentiel. D'accord. Merci Stéphane. Du coup, si on n'a plus trop de questions, je suggère qu'on va arrêter là parce que là, il est 14 heures. J'imagine que nous avons tous des réunions derrière, etc. Donc, merci, un grand merci Stéphane. Merci à tous et à toutes. Merci également à l'audience. Vous étiez visiblement très à l'écoute. On a eu des discussions très engagées, à la fois avec des questions pour Stéphane, mais aussi